Il est 23h30 à Kinshasa, minuit 30 ici à Paris. Afrique Soir, présenté ce soir par Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une ce soir, une prise de parole très rare. Le président de la RDC, Joseph Kabila, s'est exprimé en marge d'un déplacement en Tanzanie. Il a notamment évoqué la question du report des élections. Le calendrier électoral en RDC, également à l'ordre du jour à Kinshasa pour le conclave du rassemblement de l'opposition. Les forces acquises au changement renouvellent leur appel à l'organisation de la présidentielle et des législatives avant la fin de l'année. Au sommaire également une journée décisive pour Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien présente ce mercredi le projet de nouvelle constitution devant l'Assemblée nationale. Il va demander aux députés d'adopter ce texte. Et puis l'armée malienne touchée par une embuscade dans le centre du pays. Un soldat a perdu la vie dans la région de Tombouctou. C'est un chef d'État qui parle peu publiquement. Joseph Kabila a pourtant pris la parole en marge d'un déplacement en Tanzanie. À Dar es Salaam, le président de la République démocratique du Congo s'est exprimé pour la première fois depuis les violences meurtrières du 19 septembre dernier à Kinshasa. Joseph Kabila a notamment évoqué les élections à venir en RDC, mais n'a pour autant pas tranché sur la question cruciale du report des élections. L'état sécuritaire est généralement calme en RDC et il y a la paix. Comme vous le savez, lorsqu'on s'approche des élections, il y a toujours des tensions dans le pays. Ce n'est pas seulement le cas au Congo, c'était également le cas ici en Tanzanie ou ailleurs dans d'autres pays africains. Il y a toujours des tensions pendant ou après les élections. Nous avons voulu apaiser toutes ces tensions en faisant appel au dialogue qui poursuit ses travaux à Kinshasa. L'objectif, c'est que les élections qui se préparent au Congo, que ça soit à la fin de cette année, au mois de décembre, ou que ça soit un autre jour après cette année, l'objectif, c'est que ces élections se passent dans un climat pacifique et qu'il y ait la paix pendant la campagne électorale et même après l'annonce des résultats. C'est ça aussi l'objectif du dialogue qui va bientôt prendre fin. Joseph Kabila au micro de Ruben Lukumbuka. Dans le même temps, l'essentiel de l'opposition congolaise s'est réuni à Kinshasa. Grande affluence pour la clôture de ce conclave autour d'Étienne Tshisekedi. Les forces acquises au changement qui ont réitéré leur position, c'est-à-dire l'organisation des élections présidentielles et législatives avant la fin de l'année 2016, le départ de Joseph Kabila à la fin de son mandat et la tenue d'un vrai dialogue inclusif. Une table des négociations autour de laquelle le rassemblement s'assiera à certaines conditions. Kamanda Wakamanda Muzembe. Libération des prisonniers ou détenus politiques, abandon des harcèlements judiciaires contre les opposants, réouverture des médias proches de l'opposition. Le rassemblement a encore une fois posé ses conditions pour s'asseoir à la table du dialogue avec la majorité, mais la SENCO, qui mène les bons offices entre les deux groupes, a sollicité des voies pacifiques. L'abbé Donatien Cholet, secrétaire général intérimaire de la SENCO. Elle compte vivement sur votre disponibilité à vous mettre autour d'une table dans un cadre à convenir avec ceux qui ont commencé le dialogue à la cité de l'Ouïa. L'opposant historique Étienne Tshisekedi, lui, a invité ses partisans à la vigilance. Vous rappelez que le 19 septembre 2016, nous avons donné un avertissement à M. Kabila. Mais le 19 octobre, nous lui donnerons une carte jaune. La carte jaune signifiant que 19 décembre, ce sera la carte rouge. Dans le rapport final du conclave, le rassemblement des forces acquises au changement a encore une fois demandé à la communauté internationale de désigner un autre facilitateur. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Et puis toujours concernant les RDC, les obsèques ce mardi à Kinshasa des 4 policiers qui avaient trouvé la mort dans les événements sanglants des 19 et 20 septembre dernier. Parmi ces policiers figurait une femme âgée de 23 ans. Les autres victimes de la journée de la marche organisée par l'opposition seront inhumées vendredi aux soins de la mairie de Kinshasa qui a accordé $5 000 aux familles pour chaque victime. De son côté, l'UDPS a décliné l'offre et a décidé de prendre en charge les obsèques des victimes de l'attaque de son siège dans la nuit
nuit du lundi 19 septembre. Fin d'une visite de 48 heures d'une délégation de l'Union européenne au Burundi. Des représentants de Bruxelles qui ont rencontré les autorités burundaises. Au programme des discussions, notamment sur la question de l'aide directe de l'UE au Burundi, une assistance qui est suspendue depuis le mois de mars dernier. La délégation de l'UE demande plus d'engagement de la part de Bujumbura pour résoudre la crise politique dans le pays. Et tout laisse à penser que les sanctions financières seront maintenues. Esdras Dikoumana. Les jeux semblent déjà faits. Après 2 jours au Burundi, la délégation de l'Union européenne a estimé que ce pays avait encore beaucoup de progrès à faire. Concrètement, cette organisation attend encore du gouvernement plus d'engagement dans le domaine politique, a expliqué Koen Vervaak, qui est chargé de l'Afrique aux affaires étrangères de l'Union européenne. C'est-à-dire en fait un engagement plein indirect dans un dialogue inclusif avec son opposition. Mais Bujumbura doit également changer la dynamique au niveau du respect des droits de l'homme, de l'espace politique et de la liberté des médias. Cette prise d'opposition n'a sans doute pas surpris le gouvernement burundais, qui accusait de lundi l'Union européenne d'avoir perdu sa crédibilité en parrainant devant le Conseil des droits de l'homme il y a quelques jours une résolution qui a décidé de la création d'une commission d'enquête indépendante qui faisait suite à la publication d'un rapport d'experts de l'ONU qui a dénoncé de graves violations des droits de l'homme par le gouvernement burundais et ses agents. Mais ni la suspension de l'aide de l'Union européenne qui est son premier donateur avec quelques 20% du budget, ni le vote de cette résolution n'y ont rien fait. Bujumbura est resté jusqu'ici droit dans ses bottes. Précision signée Esdras Dikoumana. En Centrafrique, de violents affrontements ont éclaté ce mardi matin à Bangui après l'assassinat d'un colonel de l'armée centrafricaine. Ce nouveau pic de tension se déroule dans les 3e et 5e arrondissements de la capitale. Le bilan fait pour l'instant état de 6 morts, dont le colonel et une dizaine de blessés. Au Tchad, le président Idriss Déby a nommé mardi midi Mahamat Hissène au poste de directeur de cabinet en remplacement de Mangara Banté. C'est la deuxième fois que cet ancien journaliste devient le chef de cabinet du président. Et puis des nouvelles de Rigobert Song qui est sorti du coma. L'ancien footballeur camerounais se trouve dans un état acceptable selon le directeur de l'hôpital de Yaoundé. L'ancien capitaine des Lions Indomptables, âgé aujourd'hui de 40 ans, a été victime d'un AVC dimanche. Il doit désormais être transféré à Paris pour être soigné. Abidjan 97.6 FM. Abidjan, où il est 22h37. Alassane Ouattara est attendu ce mercredi matin devant l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le président doit y présenter l'avant-projet constitutionnel. Le chef de l'État proposera aux députés d'adopter ce texte qui doit poser les fondements d'une nouvelle république, la 3e en Côte d'Ivoire. 57 pages que rejettent les représentants de l'opposition qui ne siègent pas à l'Assemblée. Explication sur ce texte avec notre correspondant à Abidjan, Frédéric Gara. Tout d'abord, il n'y a plus d'article 35, mais désormais un article 55 qui fixe les conditions d'accès à la candidature pour l'élection présidentielle. Plus d'âge plafond, on peut se présenter au-delà des 75 ans fixés précédemment et l'âge minimum requis est désormais de 35 ans. Adieu la conjonction maudite, le candidat à la présidentielle ne doit plus être de père et de mère ivoirienne, mais il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Reste, selon les détracteurs de cette constitution, à définir ce qu'est précisément un ivoirien d'origine. Autre point d'importance, le rôle que jouera le vice-président. Celui-ci supplée le président en cas de vacance du pouvoir. Il peut, dans certains cas, présider le Conseil des ministres dans l'éventualité par exemple d'un voyage du chef de l'État à l'étranger. Et si vice-président et président étaient empêchés, ce serait alors le Premier ministre qui prendrait les commandes de l'État. Le Sénat sera bien élu au suffrage indirect pour les 2/3, le dernier tiers étant nommé par le président de la République. Les projets de loi sont soumis aux 2 chambres, mais en cas de désaccord sur un projet, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Frédéric Gara, Abidjan, RFI. Et à noter que le FPI, le principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire qui avait appelé à un sit-in ce mercredi matin autour de l'Assemblée, vient d'annoncer que celui-ci était finalement reporté. Pour approfondir ce sujet dans moins de 10 minutes, l'invité d'Afrique Soir, c'est Mamadou Koulibaly, le président du parti d'opposition LIDER, considère que ce projet de constitution porté par Alassane Ouattara est un travail bâclé. La Côte d'Ivoire, toujours avec cette grève des professeurs d'université qui se prolonge. Ils réclament toujours le versement de leurs salaires impayés. Cette situation qui se prolonge donc décourage de nombreux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Reportage Isidore Quadio.
Malgré la forte pluie qui s'abat sur Abidjan, les étudiants sont présents pour suivre les cours, mais les enseignants, eux, sont plutôt absents des salles de classe. Ces derniers observent un arrêt de travail illimité jusqu'à paiement par l'État des heures supplémentaires au titre de l'année 2014-2015 qui s'élève à près de 4 milliards de francs CFA. Une situation qui décourage selon Ornella Akoun, étudiante au département de communication. Franchement, ça décourage. Tu essaies de rentrer sur cette pluie-là et venir faire cours et tu te rends compte que vraiment il n'y a pas de cours, tu es vraiment déçu. Et tu as bossé pour rien, quoi. Ça chamboule tout en fait. Donc je pense que c'est quelque chose de néfaste en fait pour nous les étudiants. Martial Kouakou est en plein examen ce matin même quand des personnes ont décidé de les déloger. Depuis, il ne décolère pas. Ce matin, les étudiants ont composé et puis les personnes sont entrées dans la salle et ramassé nos copies parce que les professeurs étaient en grève et puis il y a l'un des professeurs qui a décidé de faire cours. Donc il a décidé de ramasser les copies pour ne plus qu'il ait une compo. Ça m'a fait mal effectivement puisque on a bossé, on a veillé pour cette compo. Vraiment, on n'était pas content. Pour la Ligue ivoirienne des groupements estudiantins et scolaires, il faut une discussion franche entre les enseignants et le gouvernement afin d'éviter de grandes perturbations dans l'université. Car selon Étienne Assa, son secrétaire général, les seuls perdants de ce bras de fer, ce sont les étudiants. Isidore Kouadjo, Abidjan, RFI. Le ministre de l'Intérieur algérien annonçait jeudi que son pays allait raccompagner à la frontière 1492 migrants sénégalais à la demande de Dakar. Mais aujourd'hui, les autorités sénégalaises démentent. Après les violences survenues dans la ville de Tamanrasset au mois de juin, une opération de rapatriement a bien été organisée, mais elle ne concerne que 51 personnes. Cette opération doit avoir lieu cette semaine avec la collaboration de l'Organisation internationale des migrations. La question migratoire, justement, avec ce nouveau drame en mer Méditerranée, au moins 22 personnes ont perdu la vie dans un bateau en perdition au large des côtes libyennes. Dans le même temps, les gardes-côtes italiens qui coordonnent les secours dans cette zone annoncent avoir secouru 1800 personnes pour la journée de mardi, 24 heures après avoir déjà porté secours à 6000 migrants lundi. L'armée malienne a été visée ce mardi matin par une attaque dans le centre du pays, une embuscade dans la région de Tombouctou. Un soldat a perdu la vie. Pour le moment, l'assaut mené par plusieurs véhicules n'a pas été revendiqué. David Bachet. L'attaque a eu lieu à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Tombouctou, sur la route de Goundam. Une embuscade, précise l'armée malienne, qui déplore la mort d'un soldat. Une source onusienne à Tombouctou précise que l'attaque a été très bien planifiée et menée par une dizaine de véhicules armés. Le convoi de l'armée malienne transportait des civils, notamment le sous-préfet de Goundam et des militaires à la retraite. Contraints de descendre de leur véhicule, ils ont été transportés à une centaine de mètres du lieu de l'embuscade, dépouillés puis abandonnés. L'attaque n'a pas été revendiquée. Les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et leurs alliés mènent des attaques fréquentes dans le nord et dans le centre du Mali. Ils ont d'ailleurs déjà revendiqué des attaques sur cette même route. Ce cadre de la mission des Nations Unies estime qu'il pourrait également s'agir d'une mesure de représailles après les récentes opérations menées près de Ber, toujours dans la région de Tombouctou, par la force française Barkhane et par l'armée malienne. Des opérations qui avaient suscité une réaction très vive de la part d'une partie de la population hostile à la présence de l'armée malienne. Le Mali, où le bilan de l'attaque d'Aguelok de lundi s'est alourdi. Un casque bleu de la MINUSMA a succombé à ses blessures dans cet assaut dans la région de Kidal. Cela porte à 2 le nombre de morts dans cette attaque au mortier lancé sur un camp. Djibril Bassolé a été entendu par un juge d'instruction ce mardi au Burkina Faso. L'ancien ministre des Affaires étrangères est poursuivi pour sa participation présumée au putsch de septembre 2015. Il est accusé de trahison et d'attentat à la sûreté de l'État, mais les partisans de Djibril Bassolé le considèrent comme un prisonnier politique. Maître Alexandre Varro est l'un des avocats de l'ancien ministre et il demande un non-lieu pour son client. Pour un homme qui est en prison depuis 1 an et quelques jours maintenant, ne pas être désespéré quand on est innocent prouve une santé de fer. Il espère encore, il espère que la justice va triompher. Ce que nous demandons, c'est un non-lieu. Il n'y a rien dans le dossier qui le concerne. Il n'a pas voulu ce putsch, il n'a pas participé à ce putsch, il n'a pas bénéficié de ce putsch. Ce coup d'État, il a eu lieu, personne n'en discute. Il a des responsables, il a des exécutants, il a des commanditaires, mais pas Bassolé. Donc il n'y est pour rien et j'espère bien que l'instruction, qui n'a constaté aucune charge, constatera qu'il est innocent. S'il devait y avoir malgré tout un procès, alors j'y verrai quelques ficelles politiques, et j'aime autant qu'il se tienne rapidement.
L'avocat de Djibril Bassolé, maître Alexandre Varro, interrogé par Michel Arsenault. Et dans cette affaire du putsch manqué de septembre 2015, 3 personnes inculpées ont été mises en liberté provisoire. Le colonel-major Bourema Kéré, le colonel Mahamadi Deka, ainsi que Herman Yameogo, le président de l'Union nationale pour le développement et la démocratie. Le Burkina Faso, toujours où la grève des médias publics se prolonge, elle touche notamment la radio-télévision publique et le quotidien national Sidi Awa. Les journalistes et les techniciens demandent entre autres des hausses de salaire. Il est 22h45 à Ouagadougou. Afrique Soir sur RFI. Alexis Guilleux. Bonne soirée à vous à l'écoute de la Radio du Monde. Dernière édition d'Afrique Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, temps universel. À suivre, le journal des sports, ce sera avec Hugo Moissonnier. On parlera bien entendu de l'état de santé de Rigobert Song qui est sorti du coma. Les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Ce matin, vous êtes revenu sur les mouvements de contestation des étudiants sur le continent africain. Mais avant cela, notre invité. Journée décisive donc ce mercredi pour Alassane Ouattara. Le président ivoirien va présenter en personne devant l'Assemblée nationale son avant-projet de nouvelle constitution. Un texte qui doit poser les principes d'une 3e République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État proposera donc aux députés de l'adopter. Mais ce projet ne fait pas l'unanimité, l'opposition le rejette. Mamadou Koulibaly parle d'un travail bâclé. Le président du parti d'opposition Leader est notre invité ce soir. Il répond aux questions de Frédéric Gard. Mamadou Koulibaly, bonjour. Bonjour, monsieur. Le président de la République présente devant l'Assemblée nationale l'avant-projet de loi pour cette nouvelle constitution, celle qui devrait fonder la 3e République. Ce texte de 57 pages, il ne vous convient d'aucune manière ? Moi, je pense que notre pays a besoin d'une nouvelle constitution, mais pas pour renforcer le pouvoir du président et de l'exécutif, mais pour enserrer le pouvoir des gouvernants et donner plus de liberté aux populations. Ce texte ne le fait pas. Et il reprend simplement les pouvoirs des populations et renforce le pouvoir du président. Ça, c'est pas bien. Ouattara est arrivé au pouvoir sur un discours contre l'ivoirité, contre la nationalité, contre les questions foncières. Ce texte ne résout pas ces problèmes. Au contraire, il y a toujours la distinction entre ivoirien d'origine et ivoirien de circonstance. L'ivoirité est toujours là-dedans. Le foncier ne peut appartenir qu'à des Ivoiriens. Et il n'a pas résolu le problème. Ce que je vois venir, c'est que il a changé juste la limitation d'âge dans l'article 35, qui est devenu 55 maintenant, pour se maintenir au pouvoir avec des pouvoirs plus renforcés. Alors justement, cet article 35 qui a tant fait polémique, qui a tant fait débat, il devient effectivement l'article 55. Cet article dit que le candidat à l'élection présidentielle doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de dire simplement de nationalité ivoirienne ? Oui, en ajoutant, sachant lire et écrire, ça aurait été suffisant. Parce que là, en fait, on va pouvoir encore palabrer ou disserter sur les origines de tel ou tel candidat à la future présidentielle de 2020 ? En tout cas, on pourra toujours dire à certains candidats qu'ils ne sont pas ivoiriens d'origine, sans définir ce concept flou qu'est l'ivoirien d'origine. On ne sait pas ce que c'est. Et M. Ouattara aurait dû corriger cela dans l'article 55, mais ça ne l'a pas préoccupé, comme si toute la rébellion, toute la crise, tous les conflits, tous les accords de Marcoussis jusqu'à Ouaga qui ont été signés autour de la question de l'ivoirité n'étaient en fait que du bluff pour accéder au pouvoir. Parce qu'on a dit que l'ivoirité était dans la Constitution. M. Ouattara avait l'occasion de corriger cette ivoirité. Il ne l'a pas fait. La distinction est toujours là. Ceci étant, c'est encore une fois un avant-projet qui va être présenté devant la députation, devant l'Assemblée nationale. Les députés ont toute liberté de modifier, d'amender, de changer tel ou tel article. Donc on peut espérer qu'elle va être améliorée, cette constitution. S'ils en ont le courage, les députés qui ont eu ce texte et qui n'ont pas eu le courage de le diffuser alors qu'ils sont députés de la nation, qui ont préféré garder l'omerta là-dessus, si vous pensez qu'ils auront le courage d'enlever une virgule, un point ou un article dans cette constitution, pourquoi pas ? Je leur souhaite vivement de le faire. Parce que la Constitution est très mal écrite. On a des chapitres avec un seul article. Une Constitution devrait se fonder uniquement sur des titres et des articles. Là, on a l'impression d'avoir une thèse de doctorat mal ficelée, avec des contradictions, des redondances, c'est touffu, des institutions totalement inutiles créées.
Parmi ces institutions inutiles, dites-vous, il y a notamment le Sénat qui vous paraît superfétatoire ? Il y a le Sénat qui vient gonfler le nombre de parlementaires, mais sans une mission précise. Il y a la chambre des chefs, des rois et chefs traditionnels, sans qu'on ne nous dise qui est roi et chef traditionnel en Côte d'Ivoire. Il y a la vice-présidence qui est taillée sur mesure pour quelqu'un qui n'a rien à faire, qui est assis à la maison et que le président peut envoyer de temps en temps en mission en attendant une hypothétique vacance du pouvoir. C'est un poste fait pour un flemmard, c'est pas fait pour quelqu'un qui veut gouverner effectivement. Dans cette constitution, le troisième personnage de l'État, après le vice-président, c'est le Premier ministre, le chef du gouvernement. Absolument. On est passé d'un pouvoir hyper présidentiel à un pouvoir dictatorial carrément. Le président, il nomme tout. Il nomme tout le monde. Même dans le Conseil supérieur de la magistrature, il dit qu'il n'est plus membre, mais c'est lui qui nomme qui il veut là-dedans. Et tout le monde est à son service. Et dans quel but? Pérenniser son pouvoir. Parce que la limitation d'âge ayant sauté, 2020 arrive. Ouattara à son âge, pourquoi faire sauter les 75 ans? Pour se représenter. Il a pourtant dit publiquement qu'il ne se représenterait pas, qu'il ferait 2 mandats et un point c'est tout. Oui, il avait déjà dit en 2000 qu'il ne ferait qu'un seul mandat et qu'il n'irait jamais pour un second. Il est à son second mandat maintenant. Mamadou Koulibaly, je vous remercie. Je vous en prie, merci bien. Mamadou Koulibaly répondait ce soir aux questions de Frédéric Gara. Les grands titres de l'actualité internationale, la moitié sud d'Haïti est coupée du reste du pays après l'effondrement d'un pont à la suite du passage de l'ouragan Matthew. La route nationale qui relie Port-au-Prince, la capitale, à cette région est donc coupée. Pour le moment, le bilan fait état de 3 morts en Haïti, 4 en République dominicaine. Les vents soufflent à plus de 220 km/h de moyenne. Matthew qui touche à présent l'est de Cuba où 300 000 personnes ont été évacuées ces derniers jours. L'ouragan remonte progressivement vers le nord et les États-Unis où la gouverneure de Caroline du Sud ordonne l'évacuation des côtes de l'État à partir de mercredi. Les États-Unis où la campagne pour la présidentielle se poursuit. Ce soir, les 2 colistiers de Donald Trump et Hillary Clinton vont débattre. Mike Pence et Tip Kaine sont appelés à devenir vice-présidents en cas de victoire de leur candidat. Le journal des sports. Bonsoir Hugo Moissonnier. Bonsoir Alexis, bonsoir à tous. Édition entièrement consacrée au football. On débute avec une mauvaise nouvelle, la disparition d'un grand entraîneur ghanéen. On a appris ce soir le décès de Fred Ossam Douodou, sélectionneur du Ghana à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Il a notamment mené les Black Stars à la victoire lors de la CAN 1978 disputée à domicile avec une victoire en finale face à l'Ouganda 2-0. Fred Ossam Douodou a également marqué l'histoire du football en Gambie, puisque sous ses ordres, ce pays a remporté sa CAN des moins de 17 ans. C'était en 2005 en battant lors du dernier match, la finale, le Ghana, justement. Et des nouvelles à présent de Rigobert Song. Il est en route pour Paris. Oui, l'ancien capitaine emblématique des Lions indomptables du Cameroun a quitté Yaoundé ce mardi aux alentours de 18h30 temps universel. Il se trouve dans un avion direction la capitale française. Rigobert Song doit poursuivre son hospitalisation à la Pitié-Salpêtrière, l'un des plus grands établissements de santé de Paris. Pour rappel, le recordman du nombre de matchs disputés en Coupe d'Afrique des Nations a été victime d'un accident vasculaire cérébrale dans la nuit de samedi à dimanche chez lui à l'âge de 40 ans. Le vainqueur des CAN 2000 et 2002 est sorti du coma ce lundi soir. Le football, mais sur le terrain cette fois-ci, avec à quelques jours de la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, les équipes qui poursuivent leur préparation. En disputant notamment des rencontres amicales, c'est le cas par exemple de la République démocratique du Congo, battue à la surprise générale par le Kenya ce mardi à Kinshasa. Les Léopards ont largement dominé la partie, mais ils ont manqué de réalisme. Résultat, ils s'inclinent 1-0. Les Harambee Stars ont trouvé la faille par l'intermédiaire de Michael Olunga aux alentours de l'heure de jeu. La République démocratique du Congo recevra la Libye, je vous le rappelle, samedi à l'occasion de la première journée de la phase de poule des éliminatoires du prochain mondial. Elle se trouve dans le groupe A, en compagnie également de la Guinée et de la Tunisie. Et de son côté, l'Ouganda s'est incliné à Lomé face au Togo. Oui, les Cranes qui ont cédé face aux Éperviers, le score 1-0 également. Atakora
Noah Lalawele a donné un avantage décisif au Togo à la demi-heure de jeu. Une victoire en forme de petite revanche pour les hommes de Claude Leroy, sèchement éliminés de la course au mondial 2018 par l'Ouganda, justement au mois de novembre dernier. Les Cranes qui sont également qualifiés pour la prochaine CAN, on le rappelle, une première depuis leur finale de 1978, justement, on en parlait en début de journal. Ils tenteront de se frayer un chemin vers la Russie aux dépens du Congo-Brazzaville, de l'Égypte et du Ghana, leur premier adversaire justement vendredi dans la poule E. Et dans ces éliminatoires du Mondial 2018, un autre groupe sera observé de très près ce week-end. Il s'agit du groupe B. L'un des plus relevés, il mettra aux prises la Zambie, vainqueur de la CAN en 2012, mais aussi le Cameroun, l'Algérie et le Nigeria, 3 nations qui ont participé aux deux dernières Coupes du Monde. Dimanche, l'Algérie recevra le Cameroun, le Nigeria se déplacera en Zambie, les Super Eagles, champions d'Afrique en 2013, quart de finaliste du Mondial brésilien en 2014, sous les ordres du regretté Stéphane Keshi, traverse une période difficile. La fédération a notamment été fragilisée par des soucis financiers en plus des éliminations lors des éliminatoires des CAN 2015 et 2007. On écoute le nouveau sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr. Dans un pays un petit peu en crise économique depuis quelques années, ce n'est pas facile. La fédération nigérienne de football finance pratiquement seule ses activités. C'est pas comme dans les autres pays où j'ai travaillé, où le ministère du Sport couvrait pratiquement toutes les dépenses. Les primes des joueurs n'ont pas été versées depuis un petit moment pour les dernières victoires. Les joueurs ont dû prendre leur ticket eux-mêmes pour venir là à ce rassemblement, mais ils seront remboursés. C'est vrai que c'est pas la meilleure condition de travail. On est quand même ici dans un hôtel pour faire notre camp de préparation, comme ils disent, dans des conditions très correctes. On peut s'entraîner tous les jours sur un bon terrain à Abuja. Et voilà, donc on nous permet quand même de nous préparer correctement. Gernot Rohr, nouveau sélectionneur du Nigeria, ancien coach du Burkina Faso, du Niger et du Gabon. Il était l'invité d'Annie Gasnier ce mardi dans Radio Foot International. Merci beaucoup Hugo Moissonnier pour ce journal des sports et belle soirée à vous à l'écoute de RFI. Participez au prix découverte RFI 2016. Écoutez les extraits des 10 finalistes sur RFI.fr et votez pour votre artiste préféré jusqu'au 19 octobre. Rendez-vous sur RFI le 4 novembre pour la désignation du lauréat 2016. Le prix découverte RFI est organisé en partenariat avec l'Institut français, l'OIF, la SACEM, l'UNESCO, YouBiz News et Deezer. Suivez le zapping d'appels sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. De N'Djamena à Johannesburg, en passant par Niamey ou encore Brazzaville, les mouvements de contestation se multiplient sur les campus universitaires. C'est l'heure du zapping. Écoutez vos réactions, c'était ce matin sur RFI. Parmi les 16 mesures d'austérité, on inclut la suppression de la bourse. Or, la bourse constitue le minimum vital d'un étudiant tchadien. On ne permet pas aux étudiants de se déplacer pour aller à l'université, on ne leur permet pas de se loger et surtout de se documenter. Or, ici, il n'y a pas de centre de documentation, il n'y a pas de campus. En supprimant, par exemple, les bourses des étudiants, ça ne résoudrait en rien du tout la crise, puisque la bourse des étudiants ne constitue même pas le 1 millième de ce que l'État devait percevoir pour faire face à ses dépenses. Les étudiants qui étaient en grève pour défaut de paiement donc des allocations et bourses, cette allocation donc est insignifiante, c'est 230 € annuels. Après cela, c'est les enseignants qui étaient en grève récemment. Donc du coup, nous sommes bloqués. L'année universitaire est bloquée. Pour une année universitaire, il nous faut passer 2 ans, 3 ans pour finir. Ça fait 8 ans que je suis à l'université depuis 2008 et maintenant je ne suis qu'en Master 2. C'est pourquoi aujourd'hui on assiste donc à un phénomène qui est donc l'exode des étudiants. Les étudiants donc menacés donc par cette situation sont obligés de quitter pour les pays voisins, notamment le Burkina, le Togo ou le Bénin. Le problème même du Tchad, on sait qu'il y a effectivement des crises financières. Est-ce que nous sommes seulement sûrs que c'est ce problème pétrolier qui a causé tout ce problème-là? Il y a eu tellement de détournements, il y a eu tellement de mauvaise gestion que faire payer le pot cassé aux étudiants ne paraît pas une bonne solution. Ces déclenchements de grèves ont l'air d'être souvent opportunistes. Aujourd'hui, on a une situation importante qui est en train d'être gérée par le pouvoir, à savoir la nouvelle constitution qui est en train d'être mise en place avec le passage du président à l'Assemblée nationale. Et hier, les enseignants, par exemple, de l'université d'Abidjan ont décrété une grève.
parce qu'ils auraient entamé des discussions sur des revendications salariales. Le problème, c'est que malheureusement, très souvent, ces responsables syndicaux qui décident de ces mots d'ordre sont les mêmes animateurs de certains partis politiques d'opposition. Et demain à 8h10 TU, nous lancerons le débat sur le nouveau règlement de la CAF. Issa Yatou pourra briguer 3 nouveaux mandats. Autour de la question. Caroline Lachowski s'interroge avec les plus éminents chercheurs sur les mutations en cours dans nos sociétés et sur les évolutions de notre humanité. Demain. Comment se construisent les villes du futur? Ici comme ailleurs, est-il possible de les concevoir et sur quel plan? Quelles mutations urbaines imaginer pour le meilleur comme pour le pire? Autour de la question. Caroline Lachowski. Du lundi au vendredi à partir de 14h10 TU. RFI.